À tous pour cette nouvelle session de Sphere Talk. Donc aujourd'hui consacrée à Houdini CSS, donc une spec qui est toujours en cours, donc qui a pour vocation de révolutionner un petit peu tout ce qui va être en lien avec la façon qu'on a de concevoir nos layouts, nos backgrounds. Ça s'appelle Houdini CSS parce que c'est quand même assez orienté CSS malgré tout, même si vous verrez, on fait malgré tout beaucoup de JavaScript pour piloter notre CSS. Et donc, je voudrais revenir un petit peu sur une histoire, donc l'histoire des navigateurs. Donc, il était une fois des navigateurs qui rendent des pages et qui les affichent. Et il se trouve qu'en 2012, il s'est créé ce qui s'appelait le Web Manifesto. Et le Web Manifesto, c'est justement ces fameux constructeurs navigateurs se sont rassemblés et ont décidé ensemble de réfléchir à un nouveau mouvement permettant de donner un peu plus de pouvoir et de possibilités aux développeurs. Parce qu'ils se sont dit, bon, c'est bien, on fait avancer le web, mais on aimerait bien aussi embarquer un petit peu les développeurs avec nous. Ce serait plus sympa si les développeurs pouvaient nous rejoindre et participer activement donc, à ces spécifications, etc. Et donc, ils se sont dit, on va essayer de faire en sorte d'exposer des API qui vont révéler un peu de magie sur ce qu'il y a sous le capot, dans l'objectif, justement, de rendre nos API, nos applis plus riches. Et donc, ça, c'était le Web Manifesto. Et donc, si on regarde un petit peu le fonctionnement d'un navigateur, comment ça fonctionne aujourd'hui un navigateur? Donc, ça, c'est mon navigateur. Donc, quel que soit le browser, hein, ils fonctionnent tous de la même façon. Donc, il y a un document HTML qui arrive, il est téléchargé en premier lieu. Une fois qu'il est téléchargé, donc il y a toute une phase qui s'appelle le parsing et le render tree. Donc, on prend le HTML et on va le splitter en deux choses. D'un côté, ce qui s'appelle le JSDOM et de l'autre, le CSS-OM. Donc, le JSDOM, c'est une représentation en mémoire dans un objet. Hop, je vais couper le micro. Voilà, de machin. Et donc, le JSDOM, c'est une représentation en mémoire donc de notre arbre DOM, de nos objets, nos divs, nos sections, etc. Et de l'autre côté, il y a une représentation imparfaite de l'équivalent CSS, qui s'appelle le CSS-OM pour CSS Object Model. Une fois qu'on a ces deux infos-là, on va commencer à faire des choses. On va les isoler et on va commencer à créer d'abord le layout basé sur « Ok, j'ai tous mes éléments, je les ai parsés, maintenant je vais commencer à les positionner », donc c'est la phase de layout. Et ensuite, on va commencer à peindre tout ça en utilisant justement tout ce que le CSS nous a donné comme couleur, gradient, etc. Le paint, c'est la base. Le composite, ça va être tout ce qui va arriver après en termes de gradient, d'animation, etc. Ça, c'est les différentes phases de rendu d'une page web. Maintenant, quand on regarde Houdini, pourquoi il y a Houdini qui a été créé, c'est que si on reprend ces étapes-là, donc on avait la phase de parseur, le DOM et le CSS-OM qui font la cascade CSS qu'on connaît ou pas, mais qui en représentent donc globalement l'arbre et la façon dont les éléments sont structurés entre eux, le layout, le paint et le composite. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un bloc qui est d'une couleur différente, qui est le DOM, sur lequel on peut accéder complètement avec notre JS. C'est ce qu'on fait finalement avec tous nos applis aujourd'hui. On voit que le CSS-OM, on a un accès très très light, j'y reviendrai tout à l'heure, et que sur le reste, globalement, nous, en tant que développeurs, on n'a pas la main. On n'a pas la main sur le cœur du layout, sur le cœur du paint, ou sur le cœur du parseur. Donc l'objectif de Houdini, c'est de faire en sorte que ce schéma, qui soit un tout petit peu orange et majoritairement blanc, passe de cette couleur-là. Ça, c'est la volonté et l'objectif de Houdini CSS. Donner finalement accès à toutes ces briques auxquelles on n'avait pas encore aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça qu'est né Houdini. Houdini, en fait, le nom il est assez simple et logique, parce que on va révéler la magie qu'il y a dans les navigateurs. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que ça s'appelle Houdini CSS. Derrière Houdini, en fait, il y a un consortium, il y a tout un groupe. Il n'y a pas que seulement certains navigateurs. Il y a donc bien entendu les navigateurs principaux, donc on les retrouve tous.
Mais il y a aussi des acteurs indépendants, comme Intel, Adobe, LG ou HP, qui aident aussi. Et donc, ces personnes-là se réunissent régulièrement pour faire avancer les différentes specs que représente Houdini CSS. Comparer un petit peu Houdini CSS à ce que pouvaient être les web components. Les web components, c'était une chose par derrière. C'était pas juste le Shadow DOM, le templating, c'était tout ça représentait les web components. Et ben, de la même façon, Houdini CSS va représenter plusieurs specs. Maintenant, chaque spec aura un objectif et un rôle bien précis sur lequel on reviendra pendant la présentation. Et donc, justement, en termes de nouvelles API, qu'est-ce qu'ils ont proposé à travers Houdini pour nous faire en sorte que ce schéma orange soit valide? Concernant la partie parsing, on rajoute la parseur API. Concernant le CSSOM, on va rajouter TypeToM. Concernant le layout, on va avoir une API qui va s'appeler le Layout API, la Paint API. Et plus globalement, la parseur API et TypeToM va être aussi englobé derrière quelque chose qui s'appelle Properties and Values. Et Layout et Paint API vont être englobés derrière un truc qui s'appelle Worklet. Vous en faites pas, je vais revenir sur tous ces concepts-là. C'est l'objectif justement de cette présentation, de balayer ensemble tous les aspects de la spécification de façon à ce que vous compreniez bien comment chaque partie va pouvoir potentiellement vous servir ou pas. Donc, Type12, une des premières spécifications. Le problème, si on en prend un, c'est celui-ci. Ici, il y a un souci avec ça, c'est que donc j'ai fait volontairement un truc qui ressemblait à jQuery, mais c'est pas grave. Donc, je vais récupérer donc une div, un élément, et je vais avoir un style sur lequel je vais avoir une hauteur. Donc vous voyez, c'est là où on parle de. Je parlais tout à l'heure de CSSOM, un CSS un petit peu dégradé, parce que je peux aller quand même jusqu'à la propriété 8. Et je vais lui dire c'est égal à un chiffre plus dpx. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Le navigateur, en fait, il va devoir récupérer la chaîne de caractères, donc j'en sais rien, moi, 10px, vérifier que c'est une chaîne valide, la parser, extraire l'information de 10, extraire l'information de px, pour finalement l'injecter sur la propriété 8. C'est dommage. En fait, on se retrouve à, malgré tout, à avoir toute une phase qui sert à rien, qui est un peu, non nécessaire. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont introduit une nouvelle propriété sur les objets qui s'appelle Attribute Style Map. Plutôt que d'avoir style, on va avoir Attribute Style Map. Et aussi tout un ensemble d'unités qui représentent les unités qu'on va manipuler finalement dans le CSS. Donc on va avoir par exemple CSS, PX, de getRandomIn. Donc là par exemple sur j'avais 10, je sais que cette propriété représente 10px. Comment on va s'en servir de tout ça? Eh bien, on va s'en servir à travers plusieurs choses. On va pouvoir avoir des nouvelles unités. Donc je vous ai parlé des PX, des EM, on va avoir des percents, etc. On va pouvoir manipuler aussi des positions, comme par exemple une position CSS qui représente 5px et 10px. On va pouvoir faire des transformations CSS rotate de 45 degrés. Ou au contraire, faire des opérations mathématiques comme on pourrait faire avec des calques. Donc de CSS, MathSum par exemple. Donc là, on va ajouter 10px avec 50%. Ça, c'est des nouvelles possibilités qu'on a. Et donc, en termes d'API, comment on va accéder à ça sur mon objet? On va faire myElement attribute style map set opacité d'un CSS number. Donc là, je vais setter l'opacité à 3. Je vais mettre une attribute style map left à 15px. Donc là, vous voyez, en fait, à travers cette nouvelle nomination, je donne directement l'information au navigateur de ce que je veux setter. J'ai plus cette phase non nécessaire de est-ce que mon info est valide, je dois la parser, extraire toutes les infos, et enfin pour les setter. En fait, on arrive directement sur la phase finale qui est je set l'information avec les bons éléments. Si on regarde un petit peu ce qui se passe ensuite, on va pouvoir les récupérer. J'avais un set, je vais faire un get. Donc sur l'opacité, si je fais un get de ma value, je vais récupérer 3. Mais sur des choses un peu plus complexes, donc par exemple qui mixent à la fois des données numériques et des unités, comme par exemple le left, je vais récupérer 15 qui est la value et l'unité qui est px. Je vais pouvoir avoir la connaissance de est-ce qu'une propriété est évaluée. Donc par exemple, je vais avoir le as left.
Oui, en effet, je l'ai. Ou au contraire, je vais pouvoir supprimer une propriété ou tout nettoyer. Ça, c'est des choses qu'on va unit. C'est comme ça que ça va être décomposé. De la même façon, si je veux faire des calques, un calque CSS, comme je vous disais, ça va être ça. CSS matsum de CSS width, donc les 100 width ou viewport, virgule, CSS moins 10, par exemple. Des opérations, je vais pouvoir les multiplier, les chaîner. De cette façon-là, je vais pouvoir multiplier 45 degrés par 2 et obtenir en résultat un objet décomposé. Là où ça va devenir intéressant, après, justement, ça va être tout ce qui est conversion. Comme je commence à les manipuler, on va pouvoir jouer avec et faire des choses qu'on ne pouvait pas facilement faire avant. Par exemple, prenons cet exemple-là, j'ai une attribut sitemap de width qui était en 500 px. Je vais récupérer donc mon attribut width et après, je vais demander à le transformer en millimètres, en centimètres, en inch, en em, en tout ce que je veux. Résultat, je vais récupérer cette valeur-là. De la même façon, je vais pouvoir convertir les degrés en radians, des secondes en millisecondes, etc. Tout ce qui a du sens, bien entendu, entre eux. Je ne peux pas convertir des degrés en px, mais du coup, on va pouvoir faire des opérations de ce type-là. Si on veut regarder maintenant la partie, donc là, je vous ai montré, il y avait la manipulation des unités, les calculs, la transformation, de la conversion. Maintenant, on va regarder comment on fait tout ce qui est opération CSS, de transformation. Par exemple, si dans mon CSS, j'ai quelque chose qui est écrit comme ça, transform, rotate de Z avec un scale et un translate 3D. C'est des choses qu'on va pouvoir potentiellement faire en CSS. Pour le traduire, ce truc-là, en type2m, on va avoir un CSS transform value qui prend un array de un CSS rotate 45, d'un scale et d'un translate qui correspondent donc aux différentes infos. De cette manière-là, je me suis retrouvé à écrire mon code. Donc, pourquoi on va pouvoir utiliser ça? En fait, on va pouvoir l'utiliser parce que ça va nous permettre de faire des opérations, de mutualiser, de garder des choses, des variables. Dites-vous bien que là où aujourd'hui vous aviez tendance à setter des attributs en JavaScript, vous faisiez des styles, 8, etc. Et bien là, vous allez pouvoir le faire de façon beaucoup plus précise. Petite démo justement, ici j'ai un carré. Tac, je te coupe le micro. Voilà. Donc, j'ai un carré ici, et l'objectif du carré, c'est quoi? C'est que j'ai mis ce code-là. Si ma souris rentre sur le carré, qu'est-ce qui se passe? Je vais appliquer la valeur ici, transform. Je vais récupérer ma valeur. Donc ça, c'est mon objet. Vous voyez, le CSS rotate, c'est un objet type2m ici. Cet objet transform value, je vais le transformer. Je vais ajouter 5 degrés à chaque fois. Modulo 360 pour que ça tourne en boucle. Et après, sur mon carré, je vais appliquer à chaque fois l'objet correspondant. Et donc, si je passe ma souris dessus, on voit que le carré tourne en fait, de façon propre. Donc là, dynamiquement, j'ai fait tourner mon carré en utilisant type2m. Dans le vrai monde, comment on va utiliser ça? Comme je vous disais, partout où aujourd'hui, finalement, vous aviez des choses assez génériques, comme l'exemple que je prenais tout à l'heure, un set style 8 égal à 20, 30 px ou des choses comme ça, et bien là, vous allez pouvoir être beaucoup plus précis. Tous ces use cases-là, en fait, restent valables. C'est juste que maintenant, ça sera plus performant parce que plus précis. Votre navigateur sera capable de les prendre en compte. Alors, je vais juste faire un disclaimer que je n'ai pas dit au début. C'est tout ce que je vais évoquer aujourd'hui. Bon, même si à la fin, je vous montre le tableau de compatibilité, je vais spoiler. Globalement, Houdini, ça reste quelque chose encore aujourd'hui d'expérimental. C'est quelque chose qui va voir le jour, qui commence à être supporté par plusieurs navigateurs, donc c'est une bonne chose, mais ça va mettre très clairement quelques années avant de se retrouver de façon standard. Donc, cette présentation, avant tout, comme comment demain vous allez révolutionner l'écriture de vos pages web, surveillez cette spec parce qu'elle est franchement intéressante sur plein d'aspects, et voyez après en fonction de vos contraintes
Ou est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser ou pas? Donc là, on avait vu, donc la première partie. Maintenant, je ne sais pas qui est dans le slide, mais j'aimerais bien vous poser la question. Donc là, je viens de démarrer un vote dans le Slido pour savoir qui connaît aujourd'hui déjà les custom properties. Je vais regarder les résultats. Je pense que oui, je pense que non. Pas beaucoup de gens qui votent pour l'instant. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, hein, donc j'ai mis un Slido à dispo qui est dans les commentaires du chat. Je le reclaque si jamais vous ne l'aviez pas vu. Donc, bon, ok, vu les personnes qui se sont prononcées, on va appliquer un ratio. On va dire que vous ne savez pas trop, hein, en grande partie, ce que c'est les custom properties. Les custom properties, c'est plus communément appelé les CSS variables. Et donc, les CSS variables, ça s'écrit comme ça. On va déclarer une variable CSS de cette manière-là. Tiret, le nom de la variable et une valeur. Ensuite, pour l'utiliser, on va l'utiliser comme ça. Donc, je vais, par exemple, si j'avais une couleur avant, donc là, je vais dire la couleur, elle est égale à var, le mot-clé var, entre parenthèses, le nom de ma variable. Et je vais même pouvoir potentiellement lui mettre des valeurs par défaut, si elle n'avait pas été définie. Ça, c'est le truc des custom properties. Pour ceux que ça intéresse, les custom properties, je refais un Sphere Talk dédié aux custom properties dans 2 ou 3 semaines. Je ne sais plus, il faudra regarder sur le meetup de Sphere Nantes, c'est indiqué. Donc, je rentrerai vraiment dans le détail de comment ça fonctionne, les custom properties, à quoi ça sert. Mais bref. Ça, c'est la version très rapide. Concrètement, comment ça marche? Imaginons justement, donc j'ai une custom properties ici. Donc on voit, elle s'appelle E_var. Et comme je vous disais, pour la cibler, donc je fais E_var. Et quand je change, on voit bien que mon code suit. De la même façon, ici pareil. Là où ça devient assez intéressant, c'est qu'on peut mixer avec les states, et que par exemple, si j'ai quelque chose comme ça, le point over, donc là, hop, je vais pouvoir changer dynamiquement, super, var, et je vais la mettre à red quand je passe la souris dessus. Et là, on voit automatiquement, c'est pris en compte, et je fais évoluer ma custom properties. Donc ça c'est intéressant. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder ou à suivre le méthode qu'on va donner dans 2 semaines. Ça, c'est massivement supporté par les navigateurs modernes. J'exclus IE, bien qu'il existe un polyfill, mais bref. Je reviendrai là-dessus dans la presse. Donc c'est bien, et ça peut se manipuler par du JS, de la manière suivante. Donc j'avais ma supervar là, et qu'est-ce que je fais? Je récupère un élément, et je fais setProperty pour la citer, et getProperty pour la récupérer. Ça, c'est custom properties. Maintenant, Houdini a rajouté un truc supplémentaire autour des custom properties qui fonctionne déjà. Ils ont appelé ça properties and value. Pourquoi ils ont rajouté quelque chose? Parce qu'il y a plusieurs problèmes autour des custom properties, ça fait partie des limites aujourd'hui. À savoir, il n'y a pas de contrôle. Par exemple, je peux très bien dire sur la première ligne, myColor, elle est égale à green, c'est valide. Et la ligne d'en dessous, je peux écrire myColor égale une URL, ce qui sera d'un point de vue syntaxique quelque chose de possible, parce que ma variable, je vais la setter avec une URL. Par contre, à aucun moment, on va me dire qu'ici, il y a une erreur. Parce que myColor, il a été surchargé, c'est le principe de la cascade. Et donc, ça vaut une URL. Donc, c'est pas bon. C'est dommage. On ne peut pas typer une variable. De la même façon, aujourd'hui, c'est une limite. On ne peut pas animer. Je ne peux pas faire une transition width ici et faire évoluer ma variable. La transition, elle est basée sur width. La valeur de width, c'est var égale mylength. Et ça n'évolue pas. Donc, je ne peux pas animer des choses en changeant uniquement des variables. Ça, c'est des limitations actuelles des custom properties. Et Houdini, justement, avec Properties and Values, inverse la tendance et nous permet donc de définir, d'enregistrer nos properties. Donc, via du JS, on va typer du CSS. Et ouais, c'est trop bien. Et donc, comment on va enregistrer ça? On va dire ici, j'ai une couleur donc, qui est de type color, qui n'hérite pas d'une autre propriété.
dont la valeur par défaut est black. De cette manière-là, le navigateur va savoir que la variable, c'est la custom properties myColor, est donc une couleur. Alors, il en existe plein, des types. Ça, c'est tous les types qui existent aujourd'hui. Et ces types-là, ils sont assez répandus. Et c'est les types qu'on va retrouver en fait globalement dans les valeurs CSS qu'on manipule. Donc les longueurs, les pourcentages, les couleurs, les URL, les angles, etc., etc. Concrètement, ça se représente par des choses comme ça. Une longueur, c'est 10%, un pourcentage, c'est 10%. Enfin, bref. Je vous laisserai regarder les slides quand je les partagerai. Et dernier truc autour de ça, on va pouvoir, donc quand on définit notre type, définir plusieurs choses. Soit elle n'a qu'un seul type, genre une longueur. Soit c'est un type hybride de type longueur ou pourcentage. Ça va être utile notamment pour tout ce qui est justement quelque chose qu'on a envie d'avoir des tailles. C'est soit on va définir des PX, soit on va définir des pourcentages. Ou alors il y a un truc fait spécialement pour, length percentage. On va pouvoir définir des chaînes de caractères. Ceci, en premier lieu, ça ne vous paraît pas très logique, mais ça va servir pour une des autres spécifications qui a d'Houdini CSS après. Et donc, je vais pouvoir typer des choses. En gros, on va créer des nouveaux mots-clés. Et length plus, ça veut dire que je vais avoir un array de chaînes de caractères. Par exemple, si on prenait un exemple comme les shadows ou des choses comme ça, ou les margins, on pourrait espacer. Margin, on peut rentrer plusieurs valeurs à la suite. Et après, on va l'expliquer. Donc, l'exemple que je vais vous montrer ici, il part du principe que la box de gauche, j'anime. Donc, dans les deux cas, à chaque fois quand je vais cliquer sur mon bouton, je vais passer transform 10 en transform moins 100 px, de façon à faire passer mon carré d'ici à ici. Sauf que sur ce bouton-là, ici, je n'aurais pas défini préalablement la variable que la transforme. J'en ai utilisé une deuxième ici. Et donc, si je clique dessus, on voit que la transition se fait de façon rapide et instantanée, sans transition. C'est dommage. Or, ici, j'ai défini au sein de mon navigateur en utilisant justement le properties and value, et on voit que j'utilise transition property, et pas juste transition, en spécifiant que je vais regarder la valeur transform. Et là, quand je vais cliquer, qu'est-ce qui se passe? On voit que de façon smooth, ma properties, enfin mon carré, bouge de façon propre et fluide. Dans le vrai monde, concrètement, ça va nous servir justement à cadrer les choses et surtout, le truc le plus utile, ça va être tout ce qui est animation. Pour bien comprendre l'intérêt, il faut vraiment mettre le nez dans les custom properties et dans les limites des custom properties. Mais retenez donc que dans le vrai monde, properties and value, ça va vous servir à justement typer et donc donner du sens à votre CSS pour éviter potentiellement des erreurs, parce qu'à terme, le navigateur sera capable de vous informer de l'erreur d'une valeur. Tout comme aujourd'hui, quand vous êtes en train de débugger et que vous rentrez des pixels dans une valeur color, le navigateur il va vous dire que la valeur est invalide. Et demain, avec des custom properties, il pourra vous dire aussi que la valeur est invalide grâce à ce type d'information. Donc, ce sera utile pour le debug. Est-ce que vous êtes chaud là? Voilà, qui c'est qui a mis Ouais. Qui c'est qui a mis son micro là? Attends, c'est bon? Parce que là, on va attaquer une partie non négligeable, les worklets. Donc là, je sais que c'est dur. 13h30, là, 14h, c'est le moment où vous digérez bien. Vous êtes bien chaud patate là. Donc, on va attaquer sur la partie la plus dure, les worklets. Les worklets, c'est une sorte de web worker. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les web workers, c'est de façon ultra grossière, c'est des threads au sein d'une appli. Donc en gros, c'est la possibilité d'avoir du JavaScript qui s'exécute en dehors du main thread et donc qui bloque lui. Et les workers, c'est pareil, ça va s'exécuter en dehors du main thread, dans l'objectif est de ne pas bloquer. Et les workers, l'idée d'Houdini, c'est de créer plusieurs workers. Alors, contrairement à tout à l'heure, vous allez voir, on ne va pas pouvoir créer nous-mêmes nos propres workers. On ne va pas pouvoir dire demain, je veux créer un worker. Qu'est-ce que je pourrais créer comme worker? Un worker justement de custom properties, ça n'a pas de sens. Donc, on va utiliser
des workers définis par le groupe Houdini. Et les workers, aujourd'hui, il en existe 3 types. Il existe le layout worker, le paint worker et l'animation worker. Worklet. Ça, c'est les 3 worklets qui existent. Comment ça fonctionne un worklet? Ils fonctionnent tous de la même façon. Il va y avoir un nom de worklet. Par exemple, ce sera, comme je vous disais, paint worklet, layout worklet ou animation worklet. On va ajouter un script supplémentaire qui va correspondre à un script que nous, on aura écrit. Cette fois-ci, c'est là où nous, on intervient. Et on va à chaque fois faire un appel avec cette méthode-là. On va register le worker, donc ici paint worklet, etc. Donc vous allez voir les exemples après. On va donner un nom pour être capable de l'identifier et on va lui donner un objet. Il y aura sûrement une méthode de type process. Ça, c'est l'interface générique. Vous allez voir après que chacun des worklets a une interface qui lui est propre. Donc, un worklet, comment ça marche? J'ai le main thread aujourd'hui avec mon browser JS. Bon, il fait tourner du JS, c'est très bien. J'appelle le fameux worklet add module dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qui se fait? Il va invoquer un worklet. En parallèle, en fait, il va en invoquer plusieurs dans le background. Là-dessus, c'est un peu magique encore pour l'instant, mais ça fait partie encore des trucs sur lesquels on n'a pas encore la main. Mais on va avoir donc un ensemble de worklets qui vont être logués. Ensuite, on va avoir notre rendu, notre moteur de rendu, qui lui va faire appel à ces différents worklets dans des process séparés. Ce qui est très important et très intéressant à savoir par rapport à tout ça, c'est que un worklet étant indépendant du UI thread, il ne bloquera pas le UI thread. Donc on pourra faire des trucs qui, si on les a mal codés, pourraient avoir des boucles infinies, qui pour autant ne bloqueront pas le thread. De la même façon, on pourra killer, c'est l'avantage, c'est que ça pourra être killé après de façon indépendante. Bon, maintenant, attention, parce que ce que vous faites, ça peut potentiellement consommer beaucoup de batterie. Exemple, là, j'ai bien fait attention de brancher mon PC avant de le faire, parce que comme tout ça, c'est expérimental, une des fois où j'ai donné cette présentation, j'ai démarré ma machine avec 100% de batterie. Au bout d'une demi-heure, ma machine s'est éteinte parce que ça consommait trop, en fait. Voilà, c'était il y a 1 an et demi, donc c'était encore au stade expérimental. Et pour ceux qui suivent un petit peu aussi ce qui se passe du côté de Chrome, il y a Das Surma, qui est un des ingés de Google qui travaille beaucoup sur le projet. Ça lui est arrivé, lui, pendant le Chrome Dev Summit, en pleine scène. Il avait oublié de mettre son PC sur batterie, sur secteur, et en fait, son PC s'est arrêté en pleine démo, quoi. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais sur le côté expérimental, sur certains trucs. Mais bon, ça fonctionne et c'est séparé. L'objectif à terme, très clairement, c'est d'avoir des choses avec des rendus performants. Dites-vous bien qu'on est sur des phases itératives. Commençons par la plus simple et celle que je pense que vous allez pouvoir le plus facilement utiliser prochainement dans vos sites, la Paint API ou Paint Worklet. Comment ça marche? Donc, on va déclarer un Paint Worklet. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré la définition. Donc, je vais ajouter un module. Et qu'est-ce qui se passe dans mon painter.js? J'ai une classe qui va exposer plusieurs choses. Des input properties, donc c'est des dépendances avec des custom properties externes, et des input arguments, dans lesquels je vais pouvoir lui passer des arguments supplémentaires. Donc en gros, on va pouvoir donner à manger à notre paint worker deux choses, soit des dépendances à des custom properties qui sont définies au même niveau que notre élément, soit des arguments supplémentaires. Vous verrez dans l'exemple que je vous montrerai. Et enfin, on va avoir un paint dessus qui est ultra similaire à ce qu'on va retrouver en fait dans un Canva. C'est très 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 proche de l'API Canva HTML. Donc on a un contexte d'écriture, une géométrie qui correspond aux données en fait de notre élément qu'on est en train de manipuler, les properties qui sont que les custom properties et les arguments qui eux sont les arguments passés en plus. Pour finir, on registre notre paint et on se retrouve à avoir un nouveau truc qu'on va pouvoir déclarer. Comment on va le déclarer dans notre CSS? De cette manière-là. Exemple, ce que je vous disais, je vais utiliser un nouveau mot-clé qui s'appelle paint. Paint, je vais lui donner myPainter, qui est le nom du register que j'ai fait juste avant, ici. Je vous le remets. Et ici, c'est des arguments. Et ici, c'est une dépendance avec une custom properties.
Tout ça mis bout à bout fait ça va communiquer ensemble. Si on prend un exemple, ici, j'ai un rond qui est défini. Donc, j'ai créé un nouvel élément CSS qui n'existait pas, qui est le paint circle. Plutôt que de faire un border radius, je me suis dit, OK, je vais créer un circle. Donc, le code du circle, il est ici. Donc, ça, c'est pas forcément très intéressant. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'ai fait un circle avec une border. Donc, si je vais aller éditer la deuxième properties, là, on voit red, bah, je vais pouvoir la mettre green aussi. Je suis en train d'éditer du coup les properties de ma rendu. Ce qui est intéressant et très important à voir sur le Paint, c'est que une fois qu'un objet a été peint, il n'est pas repeint. Il n'est pas peint en permanence, contrairement à certains trucs où il y a la notion de refresh, de l'event loop. Une fois qu'un élément a été peint, sauf s'il y a eu une modification de son contexte, à savoir justement je change sa couleur, je change un des arguments, on ne va pas le repeindre. Donc on n'est pas en permanence en train de le peindre. Et justement, à titre d'exemple, si on regarde le cadre que j'utilise depuis tout à l'heure autour de mes slides, je l'ai créé en fait justement avec la Paint API. Et donc j'ai créé un nouvel élément CSS qui n'existait pas, que j'ai appelé l'objet cadre. Donc j'ai un Paint cadre. Ce qui m'a permis d'avoir ce truc-là que sinon j'aurais pas pu avoir en dehors. Alors si on veut pousser le 10 très très loin, on peut même faire des gros hacks du genre, on va pouvoir définir même du CSS, du JavaScript dans notre CSS directement. Donc là, ici, j'ai le code qui affiche mon cercle, qui est directement défini ici dans mon CSS. Alors, ne faites pas ça à la maison, c'est pas une bonne idée. Mais bon, bref, c'est un truc qui est assez drôle qu'on peut faire avec. Dans le vrai monde, la Paint API est, à mon sens, la plus utile dans ces nouvelles specs avec TypeOM ou des choses comme ça, parce que elle va nous permettre de créer des éléments graphiques qui n'existaient pas, des borders ou des choses très travaillées. Alors, ça va donner beaucoup de boulot aux intégrateurs, mais très concrètement, les designers vont pouvoir se lâcher à faire des choses complexes, des gradients, des choses avec des rendus un peu plus chiadés. L'exemple justement de mon cadre est plutôt une indication. J'ai pu concevoir un cadre style film muet grâce à la Paint API, chose que j'aurais pas pu faire autrement. Là, c'est juste, j'affecte une classe et automatiquement, mon Paint, il est fait. C'est quand même beaucoup plus sympa que si j'avais dû faire ce qu'on fait anciennement, c'est avoir un border, un background qui existe, qui est une image SVG ou je sais pas quoi. Il n'y a pas toute cette notion de rendu là, etc. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire grâce à ça. Ensuite, on arrive dans l'animation worklet. L'animation worklet, lui, il englobe plusieurs choses. Alors, en haut ici, on va dire que c'est mon navigateur. Avec cet élément-là, ça c'est le truc orange là, ça c'est l'élément que je veux animer dans ma page. Ensuite, je vais avoir deux composants, le worklet animator et le worklet animation. Le worklet animator, c'est lui qui va définir la notion de temporalité. C'est-à-dire, là, j'ai essayé de représenter tant bien que mal une scroll bar. Mon petit truc blanc, là, ça représente le scroll. Ce que j'ai voulu représenter, c'est de dire que mon animation va être dépendante du scroll. Et donc, quand je suis à 5% de scroll, à quelle partie de l'animation ça correspond? Est-ce que 5% de scroll correspond à 5% du rendu de mon animation? C'est ça que va définir le worklet animator. Et ensuite, la worklet animation, c'est lui qui applique une transformation. Donc, il a l'objet DOM, il a l'animation à appliquer, et il a le worklet animator qui lui dit, OK, là, actuellement, je suis à 5% ou 10% du rendu d'animation. Tu l'appliques sur mon élément à telle animation, etc. Ce fonctionnement-là, pour ceux qui ont regardé ce que sont les web animations, c'est ultra, ultra proche. C'est quasiment la même API. J'ai regardé dans le détail, c'est très, très lié, en fait. Donc, c'est juste où est-ce que vous allez vouloir déporter votre approche. Est-ce que vous voulez qu'elle soit orientée CSS ou au contraire full JS? Sachant que dans tous les cas, cette animation est quand même très dédiée au JavaScript.
Donc, un animateur. On va register mon animateur, on va lui donner un nom, et on va lui donner un temps. On va dire, OK, je suis théoriquement à 5 millisecondes. Quel est l'effet sur mon temps? Reprenons l'exemple du scroll. Si mon élément il scrolle entre 0 et 100%, bah, quand je suis à 50%, est-ce que ça veut dire que je suis à 50% du temps à effectuer? On pourrait imaginer par exemple justement quelque chose d'inversement proportionnel. Si je suis plus je scrolle vers le bas, plus j'inverse le timing de mon animation. Ça, c'est l'animateur. Et ensuite, on va avoir l'animation worklet. Donc lui, on va le register. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure, css.animationWorklet.addModule, de mon objet animation. Je vais les définir quelle est ma timeline associée. Donc, j'ai deux choses qui existent, la scroll timeline ou la timeline tout court, avec un temps. Et là, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que on dit mon animation de scroll, elle va de 0 à 1000 unités de temps, 1000 unités de millisecondes, pour de 0 à 100%. C'est comme ça que je gère et que je sais quel est le temps que je vais affecter. Ensuite, je vais avoir des je vais avoir un translate de 0 à scale sur un événement is out, etc. Je vais avoir un translate Y suivi d'un translate Y, etc. Et je veux que ça dure maximum 5 millisecondes et que tout ça, d'une manière générale, soit appliqué avec un style linéaire. Enfin, quand on va associer tout bout à bout, on se retrouve à avoir une worklet animation qui avait un nom, des effets, qui étaient les choses que j'ai données, et une scroll timeline. Je joue la chose et ça va donner un effet comme ça. Donc là, l'idée, c'est que justement, je vais détecter le scroll de ma barre et je vais réduire mon avatar ici pour l'amener petit à petit vers le haut. Donc en même temps, il va se sticker en haut et il va se retrouver réduit en même temps à chaque fois. Donc ça, c'est l'animation de worklet qui m'a permis de faire ça. Dans le vrai monde, les use cases de l'animation worklet sont les mêmes que ceux qu'on va pouvoir avoir sur tout ce qui est web animation. C'est ces méthodes-là, c'est que les applications de transformation ne sont encore une fois pas exécutées par le main thread, mais par des threads séparés. Et donc ne bloque pas lui. C'est ça l'avantage en fait d'utiliser ce genre de choses. C'est qu'on va faire de l'animation riche sans bloquer le main thread. Ensuite, on a la layout API. Alors la layout API, comment ça marche? Elle, c'est telle qu'elle est définie, elle est responsable de générer des fragments du box tree. Alors deux mots qu'on n'avait pas encore découvert. Le box tree, j'en parlais tout à l'heure, et les fragments, je vais vous les présenter. C'est quoi le fonctionnement global de la layout API? Prenons un exemple. Ça, là, ma box autour, le parent element, c'est donc l'objet qui contient. Mais si on fait le parallèle, on va se retrouver avec un conteneur de type flex ou grid. Lui, c'est le parent element. Donc, il va déclarer qu'il est en layout, grid ou flex. C'est lui. Maintenant, au sein de cet élément, on va avoir plusieurs choses. On va avoir un espace contraint qui définit ses margins, ses paddings. Et à l'intérieur de lui, on va avoir le dessin de nos différents éléments. Et chaque enfant va avoir deux choses. Un block offset, un inline offset, un block size, un inline size. Et le fragment, finalement, c'est l'élément DOM qui est à l'intérieur. Nous, on va pouvoir, grâce à la Layout API, agir sur le block offset, le inline offset, le block size ou le inline size. De cette manière-là, on va être capable de jouer sur le positionnement de nos différents éléments. C'est comme ça que ça va nous donner la possibilité de positionner. Le constraint space, on l'a parce qu'il va nous permettre de faire des calculs, mais on ne peut pas y toucher. Si on regarde donc comment ça va fonctionner.
je vais enregistrer un layout. Je vais récupérer des properties, des children properties. Donc, par exemple, je veux récupérer que ce soit flex ou etc. Donc, je vais créer un nouveau layout. Je vais pouvoir récupérer les children du layout. Imaginons, donc, comme je vous dis, il y a flex, très bien, mais dessous, on a des sous-properties. Tout ce qui va être les flex, les positionnements après centrés, etc. Ça, c'est des éléments qu'on va récupérer a posteriori. Et ensuite, on va avoir un child display qui est est-ce que mes éléments sont de type bloc ou pas. Ensuite, on va devoir calculer l'intrinsic size de nos éléments, de nos enfants, pour connaître en fait les bornes minimum et maximum de chacun de mes éléments. Et arrive, c'est là que la magie se passe, opère, on va faire le layout, c'est-à-dire qu'on va positionner notre élément. Et nous, ce qu'on retourne, en fait, on va retourner un array de block size et de child fragment. Donc, on va lui donner un ensemble de données de positionnement ainsi que l'ordre des enfants. Donc, je vais avoir un layout add module, comme j'avais tout à l'heure, et je vais enregistrer mon layout en utilisant le mot-clé layout. Si on regarde un intrinsic size basique, quand je dis basique, c'est on va parcourir l'ensemble, l'intrinsic size, pour rappel, au sein du layout worklet, c'est celui qui va vous donner la mesure sur les min et max de chacun de vos enfants. Le basique dans le sens où je vais partir du principe que je ne cherche juste à connaître que la taille de chacun de mes éléments et c'est tout. Je vais avoir donc parcourir l'ensemble de mes enfants, children.map. Je vais récupérer après chacun de ces éléments et récupérer, itérer et obtenir pour chacun de ces enfants quelle est la taille maximum de mes enfants, quelle est la taille minimum de mes enfants. Et ce truc-là, je le retourne en sortie. Ça me permet donc de connaître la taille minimum et maximum de mes enfants. Ensuite, je vais commencer à les positionner. Donc, pour positionner, on va récupérer l'ensemble de mes enfants à positionner. Donc, on va les demander, on va récupérer sur chacun des child et on va récupérer des fragments. On va avoir un bloc de départ et sur chacun des fragments, donc des objets pour rappel, hein, c'est l'unité à la fin que je positionne, je vais toucher au bloc offset, au inline offset, et je vais itérer. Je vais bouger mon bloc offset après avec la taille du précédent fragment, etc. Et ces données-là, je vais les donner en sortie et ça va permettre à mon layout de fonctionner. Donc, prenons un exemple en termes de démo. Le maçonnerie, c'est le layout de Pinterest, je crois. Comment il fonctionne ce layout? Il part du principe qu'on va positionner un élément par rapport à un autre, toujours en fonction de celui qui est le plus petit. Si on regarde bien, là j'ai 9 éléments positionnés et j'ai 1, 2, 3, 4. Je ne suis pas allé 4 ici. Le 4 il est ici. Ensuite 5, 6, 7, 8, 9. Et si je change le nombre de colonnes, on voit que l'ordre change aussi à chaque fois. Donc là, par exemple, le nombre de colonnes fait partie des éléments que j'ai définis dans mon layout. Et lors du calcul du layout, je tiens compte à chaque fois de la hauteur pour savoir comment positionner l'élément. Dans le vrai monde, on va pouvoir créer finalement demain nos propres layouts. D'une manière générale, j'ai tendance à penser que ce n'est pas celui qu'on va produire le plus, nous, en tant que développeurs, développeuses. Ce sera plutôt un truc qui va nous permettre d'amener des nouvelles spécifications. Plaçons-nous, si on se place, allez, 5 ans en arrière. Une grille de layout n'est pas encore là, la spécification commence à arriver. Et pour autant, j'ai envie d'utiliser grille de layout. Et bien, si on se place dans le monde de demain où la layout worklet est là, eh ben, en fait, on va venir avec le polyfill qui représente l'implémentation réelle de ce qu'est le grid layout qui répond correctement à la spec. Et je vais pouvoir donc injecter un nouveau layout qui est propre et défini par le W3C, alors même que le navigateur n'a potentiellement pas encore fait le travail de layout associé. Donc ça va plutôt être intéressant une fois que tout ça, ça sera mis en place. Donc ce sera pour moi un super biais, enfin un super moyen
pour les navigateurs et pour les créateurs de spécifications de ce type-là, de pousser encore plus facilement des spécifications de type layout. Et puis, bah, si demain on veut créer le maçonnerie, bah, on pourra le créer. Maintenant, il manque des trucs. J'ai pas évoqué tout. Et donc, il manque quoi? Il manque le box tree, par exemple. Le box tree, c'est quoi? C'est la façon dont est décomposé en fait nos éléments. Si on prend ce texte-là, Hello Houdini World, et qu'on regarde le CSS associé, j'ai dit quoi? J'ai dit la première lettre, elle doit avoir une couleur qui est différente. Alors, ce ne sera pas green, c'est pink. Et on voit que le i, enfin le Houdini, il est en italique là. Houdini World, il est en italique. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, le box tree, lui, tel qu'il va être défini, il va nous séparer d'un côté toute la chaîne de caractères, ici le H, parce qu'il faut le traiter différemment, et chacun des mots. Ces informations-là, elles vont nous être mises à disposition à terme. Pour l'instant, c'est une spec qui est encore à l'état d'issue de GitHub, pour qu'on puisse savoir en fait concrètement ce qu'on manipule et avoir des calculs fins de position. Aujourd'hui, les fragments, ils nous sont fournis, ça va notamment être utile pour la layout API. Aujourd'hui, les fragments, ils nous sont fournis, mais demain, on pourrait les récupérer de façon plus propre. Ça. La parseur API. Alors, la parseur API, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, elle n'a pas objectif à réinventer la façon dont le parsing va être fait. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui dit demain, je vais pouvoir créer un nouveau langage HTML et le parser et en donner du sens. Non. La parseur API, c'est juste mettre à disposition des développeurs la possibilité de récupérer le moteur de parsing des browsers et pour en extraire du type2M. Prenons un exemple. Je veux pouvoir faire, ça c'est la spécification telle qu'elle est définie. Je vais faire un Windows CSS parse de la rule background green, et ben en fait, ça va me transformer, ça va me donner un objet type2M. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure du style map, get background value. C'est ça en fait que va faire la parseur API. Elle va me donner des choses comme ça. Et donc, je vais pouvoir récupérer des choses plus complexes. Imaginons que je vais récupérer un truc plus complexe pour en faire quelque chose. Notamment, j'imagine tout ce qui est CSS, enfin tout ce qui est framework moderne. On va pouvoir on manipule souvent du CSS dans Node.js. Et ben là, du coup, on va pouvoir récupérer toutes les informations type2M pour que ce soit plus efficace. Donc, je vais récupérer le nombre de styles, et pour chacun des styles, je vais pouvoir extraire les informations qui m'intéressent. Ça, c'est la parseur API. Font Metrics, c'est un truc pareil qui est encore présent aujourd'hui qu'à l'état d'issue GitHub, mais qui, lui, va nous donner un élément essentiel qu'on a pas, à savoir, c'est quoi la vraie taille de ma fonte? C'est quoi l'espacement de chacune de mes lettres? C'est quoi la taille d'une fonte quand elle est grasse ou pas grasse? Des choses comme ça, en fonction de ces éléments-là. Ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Et donc, l'objectif de Fontmetrics, c'est de nous donner la main sur toutes ces données-là qui ont un impact à un moment ou à un autre sur la taille et les calculs qu'on va pouvoir associer. Et donc, j'ai plus ou moins répondu à ça tout à l'heure. Est-ce que je peux utiliser Houdini aujourd'hui? Pas vraiment. Alors, voici le tableau de compatibilité. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de vert. Ça commence à arriver. Mais très concrètement, ça bouge. Depuis que je donne cette presse, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé j'ai dû repasser déjà 4-5 fois dessus. Et à chaque fois, c'est dans le bon sens. Je fais que rajouter des trucs dans le bon sens. Ce qui est bien, c'est que Chrome et Edge, en fait, Chrome, Edge, Opera, ils avancent ensemble, parce qu'ils sont tous sur le même moteur. Safari, on voit qu'il y a des choses qui sont en développement, donc ils ne sont pas exclus de ce mouvement-là, et ils sont eux-mêmes moteurs, parce qu'ils font partie du consortium Houdini. Et Firefox, bon, parce qu'ils sont des équipes de dev qui sont un peu moins fournies que Edge et Chrome, donc ils avancent un peu moins vite, mais eux-mêmes sont en train d'avancer sur le développement de ces API-là. Là où très concrètement ça n'avance pas, c'est sur la parseur API et sur la fonte Metrics. Je pense que c'est celles qui arriveront vraiment à la fin. Et à chaque fois, je vous ai mis l'état d'avancement de chacune des specs. Je vous inviterai à cliquer sur le lien Isudini Ready parce que il maintient justement ce tableau à jour avec tous les navigateurs. Par exemple, il y a même le Samsung Browser que je n'ai pas mis.
mais qui lui-même fait partie des navigateurs compatibles. Donc, les liens qui pourront vous servir. Isodini Rediet, dont j'ai parlé. Une présentation de Sam Richard qu'il a fait dessus, dont je me suis pas mal inspiré, qui m'a aidé. Il y a des samples, si vous avez envie de voir des exemples d'implémentation autres que ceux que je vous ai fournis. Il y a Das Surma, qui est donc un évangéliste de Chrome sur le sujet, et la Houdini Task Force, pour savoir un petit peu plus comment suivre les infos autour de tout ça. En conclusion, Houdini, pour moi, ça va être très clairement une révolution demain sur ce que ça va apporter, en fait, notamment sur toute la partie polyfill, layout, animation. Ça va nous permettre d'aller vraiment plus loin et de pousser le développement graphique de façon plus prononcée que ce qu'on était capable de faire. Je vous invite à regarder, pour moi, les trucs qui vous serviront le plus demain en prod, ce sera clairement Type2M et clairement la Paint API. C'est les deux plus importantes. Maintenant, tout le reste, sachez que ça existe et que c'est en train d'évoluer. Et c'est ce qui est intéressant à voir, c'est si je reviens sur le schéma de Isodini, on voit bien que Type2M, c'est une qui avance bien, qui est même en termes de développement aujourd'hui sur Safari, et la Paint API aussi. Donc, c'est pas pour rien que je vous en parle de celle-ci. Et Properties and Value, elle est intéressante aussi parce qu'elle va vous permettre de typer vos CSS et donc d'aller sur des choses plus riches pour demain en termes d'animation. Donc, déjà, à partir de ces 3 API-là, on va avoir un web de demain qui sera plus sympa. Je vous remercie.